À l'Assemblée nationale, de manière plus large, il polarise un peu tous les débats depuis quelques semaines maintenant autour des aspects éducation de ce texte. Nous avons été les uns et les autres sollicités dans nos départements par de nombreuses familles qui s'inquiètent de cette évolution législative qui peut apparaître disproportionnée par rapport à l'objectif à atteindre, à savoir la lutte contre le radicalisme islamiste. Nous souhaiterions donc, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous exposer en détail le lien qu'établit le gouvernement entre l'instruction en famille, l'affaiblissement des principes de la République, l'islamisme et les écoles de fait. Mais l'intérêt de ce projet de loi ne se résume pas, loin s'en faut, à la seule problématique de l'instruction en famille. L'article 22, qui prévoit la fermeture administrative des écoles hors contrat ne respectant pas la loi et le durcissement des peines encourues par leur directeur, nous pose un certain nombre de questions, évidemment. Vous le savez, les régimes d'ouverture et de fermeture de celles-ci sont des sujets particulièrement sensibles au Sénat. Nous avions, vous le savez, été à l'origine, par l'intermédiaire de notre collègue Françoise Gatel, d'un texte qui, aujourd'hui, je crois, d'abord qui a été voté et qui fait d'une certaine manière référence sur la réflexion et dispositifs de contrôle par rapport à ces écoles hors contrat. Le sujet, on le sait, est délicat. Depuis 1999, le Conseil constitutionnel estime en effet que l'enseignement privé est une composante du principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement. Enfin, il y aura sans doute des questions relatives à la situation des activités sportives, l'article 25. Nous avons auditionné il y a quelques semaines Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité, qui nous a indiqué que celui-ci travaillait sur un vade-mecum sur la laïcité dans le domaine du sport. Cette initiative est bienvenue tant il y a une impression de retard pris par le monde sportif sur ces thématiques et cette problématique. Peut-être nous donnerez-vous quelques éléments complémentaires à ce sujet dans votre propos liminaire. Monsieur le ministre, je vous propose de prendre la parole pour une dizaine de minutes. Je sais que le thème sans doute nécessiterait plus de temps, mais comme nous avons un certain nombre de questions à vous poser, nous commencerons après votre propos liminaire par celle de notre rapporteur Stéphane Piednoir, ainsi qu'à nos collègues, alors je ne sais pas s'ils sont arrivés, je ne les vois pas, des deux autres rapporteurs de la commission des lois, Dominique Vérien et Jacqueline Eustache-Bregnaud, à qui nous avions aussi proposé de venir, peut-être auront-elles des questions. J'ajoute aussi, mais maintenant nous en avons tous l'habitude, qu'un certain nombre de nos collègues sont présents derrière leur écran et pourront intervenir, évidemment, s'ils le souhaitent. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de me retrouver devant vous à nouveau. Pour beaucoup d'entre vous, je vous ai vu hier soir sur d'autres sujets dans l'hémicycle. Et évidemment, c'est très important que nous ayons cet échange sur un projet de loi qui, comme son nom l'indique, vise à conforter le respect des principes de la République et, ce faisant, conforter notre école. Je viens donc à la suite de mes collègues ministres et d'autres personnalités que vous avez pu entendre. Et comme vous le savez, l'enjeu de l'école est extrêmement important à l'intérieur de ce projet de loi. Ce n'est pas anormal, puisque dans notre pays, l'école, c'est la République, si je puis dire, et la République, c'est l'école. Nous le vivons actuellement avec l'enjeu d'ouverture des écoles qui signe bien l'affection de la France pour son école et le caractère central de l'école dans notre conception de la vie collective et donc de la République. Nous avons donc des enjeux dans cette loi. Jules Ferry, dans sa conférence célèbre de 1870, disait « Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits, non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle. » Eh bien, ça résume un peu le projet républicain, la centralité de l'école dans la République, et d'une certaine façon les enjeux qui sont là aujourd'hui, parce que derrière le sujet de la laïcité, il y a aussi le sujet de l'égalité des citoyens devant la loi et le sujet de la neutralité du service public. Mesdames et Messieurs les sénateurs, en ces circonstances très particulières, nous mesurons plus que jamais le poids de tels mots pour notre école. Donc les articles dont nous allons parler maintenant ne portent pas seulement sur la défense de la République, qui est évidemment point majeur, mais aussi sur la défense des droits de l'enfant. Et sur tous les sujets dont j'aurai à vous parler, les deux vont ensemble. Je pense que c'est intéressant de se dire cela. Parce que parfois, quand on dit défense de la République, ça nous parle, mais il y a certaines oreilles pour lesquelles ces mots sont abstraits.
eh bien, chacun doit comprendre que dire défense de la République dans ce contexte-là, c'est dire la défense des droits de l'enfant, tout simplement. Et c'est les droits de l'enfant correspondant à un intérêt supérieur de l'enfant, correspondant donc à une bienveillance de la République pour chaque enfant de France, parce que personne n'a des droits absolus sur les enfants. C'est l'honneur de la République et donc de la société que de défendre chaque enfant dans toutes les situations. Et c'est vrai évidemment pour le droit à l'éducation, qui est d'ailleurs consacré par des textes internationaux. Mais bien entendu consacré aussi par notre Constitution. Il y a en France 4 façons de réaliser le droit à l'éducation de l'enfant. Il peut aller à l'école publique, il peut aller dans une école privée sous contrat, il peut aller dans une école privée hors contrat, il peut aussi suivre l'instruction en famille. Ce sont ces 4 modalités que l'on doit examiner si l'on veut s'assurer que les droits de l'enfant sont respectés dans les 4 circonstances. Les 4 circonstances étant protégées. S'agissant de l'école publique d'abord, vous le savez, depuis le début du quinquennat, nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Et vous y avez fait référence, Monsieur le Président. C'est important de le dire parce qu'il m'est arrivé d'entendre, y compris à l'Assemblée nationale, parfois un argument consistant à dire « mais pourquoi cette loi ne nous parle pas de l'école publique et ne nous parle finalement surtout que de l'école hors contrat et de l'instruction en famille ?» Mais pardi, parce que nous n'avons fait que ça, de parler de l'école publique depuis 3 ans sur ce sujet-là, et que nous avons agi. Donc cette loi, bien entendu, vient compléter ce qui a déjà été fait. Et il y aura sans doute d'autres choses dans le futur, de nature législative ou de nature réglementaire, sur ces questions. Mais il s'agit de venir en complément des choses les plus fondamentales qui ont déjà été établies. Vous avez cité la loi Gatel à juste titre, Monsieur le Président. C'est un des éléments. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant a été de créer le Conseil des sages de la laïcité, dont vous avez auditionné la présidente, comme vous l'avez rappelé. Cela nous a permis d'avoir un corpus de normes. Nous avons notamment le vadémécum de la laïcité, qui a permis aux professeurs et à tous les personnels de l'éducation d'avoir un point de repère dans la vie quotidienne chaque fois qu'une question se posait. Je crois que donc grâce à ce travail qui continue encore, parce qu'il y a un travail matriciel du Conseil des sages de la laïcité vis-à-vis de l'ensemble du système scolaire, par exemple pour les enjeux de formation initiale et continue. Je viens d'ailleurs de charger l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Aubin d'une mission sur ces questions de formation. Il l'exerce évidemment en lien avec le Conseil des sages de la laïcité. Donc ce rôle normatif et matriciel du Conseil des sages de la laïcité a produit de premiers fruits et déjà, je dirais, les fruits de la clarté, ce qui est important. En deuxième lieu, nous avons créé des équipes valeurs de la République dans chaque rectorat de France, ce qui signifie que dans les 30 rectorats de France, il y a désormais des personnes qui viennent en appui de tout personnel de l'éducation nationale ou tout groupe de personnel se trouvant dans une situation s'apparentant à des problèmes vis-à-vis de la laïcité. Et donc, ces équipes viennent en appui. Et bien entendu, cela vient évidemment en contrepoint de tous ceux qui peuvent parfois penser encore que l'esprit de l'éducation nationale serait le pas de vague, le fameux pas de vague ou le fameux problème sous le tapis qui, soi-disant, caractériserait notre maison. Cela fait partie des clichés. Peut-être que ça a pu être vrai. Mon but n'est pas de parler de ça maintenant. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas vrai aujourd'hui et ça ne doit pas l'être demain. Et donc, je le dis de nouveau, très clairement et très solennellement, c'est l'inverse du pas de vague qui est notre principe d'action. C'est autrement dit un système de signalement et les équipes valeurs de la République sont là pour ça, de même que les systèmes dédiés, notamment d'alerte par email ou par téléphone, qui sont possibles pour tout personnel de l'éducation nationale. Donc je le redis très clairement et à tous au travers de vous, mesdames et messieurs les sénateurs, une personne qui considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas du point de vue de la laïcité dans son école, dans son collège ou dans son lycée, a des moyens de faire appel à l'institution pour ne pas être seule face au phénomène, mais au contraire avoir l'appui de tous ordres dont elle peut avoir besoin. Nous savons qu'il ne s'agit pas de sujets abstraits. L'assassinat de Samuel Paty nous l'a malheureusement rappelé et nous devons affirmer la force de l'institution derrière chacun de ses membres et nous devons aussi protéger les membres de notre institution. Pour conforter les principes de la République, nous avons donc réalisé un ensemble de mesures et ces mesures ont trait donc à l'école publique notamment, mais elles ont eu trait aussi évidemment à l'école privée hors contrat au travers de la loi Gatel, vous l'avez rappelé. Cette loi Gatel nous a permis notamment d'être beaucoup plus efficace désormais pour empêcher des ouvertures d'écoles hors contrat. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale,
et désormais de la jeunesse et des sports, j'ai pu, lors des 2 précédentes rentrées, interdire des ouvertures d'écoles dans des proportions qui n'étaient pas possibles précédemment. Et donc on a les premiers effets positifs de la loi Gatel. En revanche, le système prévu pour la fermeture des écoles hors contrat a continué à montrer des limites parce que beaucoup trop complexe, et favorisant, je dirais, les chicaneries de ceux qui sont visés et leur permettant de continuer leur activité parfois. Exemple typique dans la région de Grenoble de l'école que j'ai souhaité fermer, pour laquelle nous avons une décision de justice nous donnant raison en première instance, mais avec un appel suspensif qui permettait à cette école, par ailleurs reconnue comme posant problème, de continuer à exercer. Je pense que ce sont des choses qui ne sont pas normales, et c'est pourquoi la loi qui vous est présentée durcit les conditions de fermeture des écoles privées hors contrat, enfin durcit plus exactement, renforce la possibilité pour l'autorité de fermer grâce aux fermetures administratives qui pourront avoir lieu désormais. Enfin, il y a le 4e modalité d'enseignement, l'instruction en famille. C'est, ça ne m'a pas échappé, le sujet qui a fait le plus couler d'encre depuis que ce projet de loi existe. Notre but a été aussi là de remplir un vide juridique. Il est frappant de voir que depuis les années 1880, finalement, très peu de choses ont été précisées en matière d'instruction en famille. Et qu'il y a eu, d'une certaine façon, une forme d'anarchie en la matière et de régime extrêmement faible. De même que je disais qu'en début de quinquennat, il était plus facile, depuis fort longtemps, d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar en France, ce qui n'est plus vrai au moment où je vous parle. De la même façon, l'instruction en famille était laissée à une sorte de régime extrêmement simple permettant les abus. Et ces abus se sont développés ces dernières années, parallèlement au développement quantitatif de l'instruction en famille. Parfois on me dit, mais pouvez-vous mieux nous aider à cerner le phénomène? Je pense que certaines auditions vous ont permis de le faire. Je crois que vous avez reçu la rectrice de Versailles, par exemple, ou Madame Schnapper. Mais il est vrai que nous le cernons mal, et je le reconnais malheureusement bien volontiers. Mais ça fait partie du problème, justement. C'est que le phénomène fait que certains enfants sont sous le radar, mal identifiés, pas identifiés, et qu'on ne saurait supporter que des écoles clandestines se développent en France. Ceci nous renvoie non seulement au sujet des écoles hors contrat, mais de l'instruction en famille, puisque plus de la moitié des enfants que nous découvrions dans des structures clandestines que nous avons pu démanteler ces derniers temps étaient officiellement inscrits à l'instruction en famille. Tout ceci ne signifie pas que nous voulons en finir avec l'instruction en famille. Et nous avons surtout été beaucoup à l'écoute au cours des derniers mois, du Conseil d'État, évidemment, vous l'avez vu, mais aussi des associations, des acteurs de l'instruction en famille. Je n'ignore pas l'émotion que ça a parfois suscité chez certains, et je suis capable de l'entendre et de la comprendre. Et nous avons donc fait évoluer le texte en permanence, d'une façon à ce que les exceptions envisagées permettent de maintenir l'instruction en famille dans l'ensemble des cas qui ne posent pas de problème particulier. Mais nous devons garantir aux enfants non seulement une qualité pédagogique, autrement dit le fait que l'enfant progresse tout au long de l'instruction qu'il reçoit, mais aussi nous devons lui garantir qu'il ne sera pas sous emprise d'un quelconque radicalisme qui, dès l'âge de 3 ans, et même je dirais dès la naissance, peut obérer ses droits. Et c'est tout à fait ce qui peut se passer. C'est encore plus vrai peut-être des petites filles que des petits garçons, mais c'est vrai de l'ensemble des enfants. Donc, très concrètement, la disposition qui vous est présentée en la matière, dans l'article 21, nous permet d'agir contre toutes les formes de scolarisation clandestine et, de façon plus générale, contre les abus de l'instruction en famille. Donc, il s'agit d'agir contre un abus de droit, ce qui est plus que classique dans le domaine juridique. L'abus de droit est évidemment le risque qui accompagne chaque liberté. Et être capable de préciser une liberté, c'est pas être amené à la supprimer ou à l'affaiblir, c'est au contraire la conforter parce qu'on l'a définie davantage. Et cette définition manquait et c'est pourquoi je considère que ce qui vous est présenté en la matière conforte les droits de l'enfant autant que cela conforte la République. Et cela n'est évidemment en rien une atteinte
à la liberté de l'enseignement ou à ses principes. Bien au contraire, je pense que ça contribue à mieux définir cette liberté de l'enseignement qui, comme toutes les libertés, y compris les plus précieuses, pensons à la liberté d'expression, nécessite évidemment toujours un cadre, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Je vous remercie. Stéphane Piednoir. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de vos propos introductifs qui brossent le tableau de ce texte, en tout cas sur les articles concernant la commission culture, donc sur les articles 21 à 25 en gros sur l'éducation et le sport. Pour reprendre certains de vos propos sur l'IEF, dont on voit que l'exposition à la fois médiatique et de nos boîtes mail est inversement proportionnelle à l'ampleur du phénomène et aux effectifs concernés, qu'en revanche je ne partage pas votre analyse sur l'absence de volonté d'interdire l'instruction en famille, puisque c'était l'intention initiale du président de la République. Nous sommes revenus dans ce texte à un régime d'autorisation, sans doute lié à une analyse un petit peu plus fine du risque constitutionnel qu'aurait constitué l'interdiction pure et simple. De manière factuelle, à la rentrée 2020, c'est un peu plus de 62 000 écoliers, si on se réfère à l'étude d'impact, qui sont enfants qui sont instruits en famille. 17 000 d'entre eux bénéficient d'une instruction en famille CNED réglementée, c'est-à-dire pour des motifs médicaux essentiellement ou pratiques sportives de haut niveau ou artistiques. Ces 17 000 élèves pourront continuer vraisemblablement à bénéficier de cette instruction en famille puisqu'ils rentrent dans les critères 1, 2, 3 qui sont exposés dans l'article 21 et on peut considérer qu'il s'agirait d'une autorisation quasi automatique pour ces cas-là. Il y a donc 45 000 élèves pour lesquels l'IEF relève d'un choix libre, d'un choix qui peut être un choix pédagogique, qui peut être un choix de vie familiale, qui peut être aussi un choix fait pour des convictions, comme cela se produit sur le choix d'une école privée sous contrat ou hors contrat, pour lesquelles les familles choisissent librement d'y inscrire leurs enfants. Le texte, je l'ai dit, a beaucoup évolué depuis sa présentation initiale en Conseil d'État, puisque le 4e critère, notamment pour évoquer la situation propre de l'enfant, a été élargi. La première question, c'est donc sur l'estimation du nombre d'enfants, sur les 45 000 qui répondent sans problème, sans difficulté, au 4e critère, et donc qui seraient éligibles à cette autorisation, qui pourraient continuer à effectuer l'instruction en famille. Il y aurait 29 000 enfants qui seraient à rescolariser d'après l'étude d'impact. Nous avons été beaucoup sollicités par les familles sur ce sujet-là, qui craignent une forte restriction de leur liberté de choix de l'une des 4 modalités d'enseignement que vous avez citées en introduction. Le deuxième sujet concerne les articles 25 et 25 bis relatifs au sport. Sans doute que certains de mes collègues auront aussi des questions là-dessus, mais les acteurs du monde sportif que nous avons auditionnés nous ont fait part d'une inquiétude vis-à-vis du contrat d'engagement républicain qui s'impose à toutes les associations et particulièrement aux associations sportives, mais l'absence d'informations précises sur son contenu laisse dubitatifs les acteurs du sport que nous avons donc auditionnés. Les discussions portent sur l'obligation de signer un document qui aura des conséquences juridiques pour ces associations, sans savoir ce qu'il contiendra, sans savoir à l'avance ce qu'il contiendra, ça pose question. Et le sujet est aussi de savoir qui participera à l'élaboration de ce contrat. Aujourd'hui, rien n'indique dans ce texte la déclinaison et le contenu réel de ce contrat d'engagement républicain. Troisième question, s'agissant des certificats médicaux de complaisance, peut-on imaginer, on sait que c'est un réel sujet, c'est une forme de séparatisme avéré, peut-on imaginer un système de médecins agréés pour lutter contre les certificats de complaisance qui sont pénalement condamnables aujourd'hui, pour des dispenses d'EPS pour des motifs
qu'on peut considérer comme fallacieux. Vous avez confié une mission sur l'allergie au chlore. On découvre des maladies au fil du temps. Donc, mission qui est confiée au Conseil des sages de la laïcité. Pouvez-vous nous dire quand seront remises ces conclusions? Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre aux questions du rapporteur. Après, on passera à une série de questions d'un représentant par groupe. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, donc plusieurs points. Je ne reviens pas sur l'ensemble des commentaires que vous avez faits qui sont dans le débat. Simplement, finalement, votre question centrale s'agissant de l'instruction en famille, c'est finalement vers quelles conséquences vont nous mener les critères tels qu'ils sont retenus. C'est comme ça que je résumerai votre question. Il est évident que en plus de la mesure de la loi qui résultera de vos travaux, il y a ce que nous ferons sur le plan pratique, qui parfois peut relever du domaine réglementaire ou tout simplement de l'organisation de l'éducation nationale. Un engagement que j'ai déjà pris dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, c'est le fait d'étoffer les équipes des rectorats. C'est un point très important, puisque j'ai mentionné tout à l'heure les équipes valeurs de la République. Elles sont sur d'autres sujets, même si ça réfère au même enjeu, celui des valeurs de la République. Elles sont là pour aider notamment dans l'école publique à répondre aux problèmes de violation éventuelle de la laïcité. Mais de nouvelles équipes vont se structurer sur des bases déjà un peu existantes, puisqu'il y a déjà du travail qui se fait sur l'instruction en famille, et qui permettront de faire beaucoup mieux l'instruction en famille. Ce qui d'ailleurs permettra aussi de mieux accompagner ceux qui la réalisent en respectant la loi. Dès lors qu'on est dans un régime d'autorisation et non plus dans un régime de déclaration, il faut d'abord examiner les dossiers, mais il faudra aussi avoir un travail de terrain, d'autant plus que vous l'avez vu, et là aussi dans un sens qui va loin dans l'ouverture, nous avons établi, à partir du passage à l'Assemblée nationale, que les mesures en vigueur le seraient à partir de 2022, que l'année 2021-2022 serait une année transitoire, que celle-ci permettrait d'ailleurs de développer le contrôle de l'instruction en famille et que lorsqu'une famille aura vécu ce contrôle et que l'équipe de l'éducation nationale considérera que les choses sont faites en respectant les règles, cela vaudra autorisation pour l'année scolaire suivante. C'est une approche très ouverte, à mes yeux, et qui signe bien le fait que, d'une part, nous voulons justement professionnaliser cela. Ça va de pair avec ce que je disais précédemment sur le vide juridique, mais qu'on pourrait appeler aussi vide administratif sur ces questions jusqu'à présent. Et ce faisant, distinguer ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui permettra aussi probablement, enfin et même certainement au cours de l'année 21-22, de devenir plus précis sur l'impact sur les élèves. Puisque précisément, on a du mal aujourd'hui, encore une fois, je le reconnais, à faire un diagnostic de l'ampleur qualitative du phénomène. Quantitative, on sait le faire, vous avez rappelé les chiffres, disons, de l'ensemble des élèves dans l'instruction en famille. Mais qualitativement, dire quels sont les cas problématiques, c'est évidemment beaucoup plus dur tant qu'on n'a pas franchi un cran dans notre capacité à contrôler. Mais nous savons que problème il y a. Par exemple, le député Chouat de l'Essonne le disait lors des débats parlementaires précédents, comme par hasard, si je puis dire, l'instruction en famille avait connu un développement tout particulier dans des communes où on repère tout particulièrement les phénomènes de radicalisation. Et le préfet de l'Essonne, avec qui je parlais de ces questions dans le cadre d'un comité départemental de lutte contre la radicalisation, qui sont des structures très efficaces pour faire travailler de manière interministérielle les agents déconcentrés de l'État et les collectivités locales, bien entendu, disait que l'instruction en famille se développait particulièrement dans les milieux radicalisés. Mais ce n'est pas possible d'en dire davantage d'un point de vue numérique, mais c'est aussi le sens de ce que nous faisons que de devenir plus précis, plus professionnel sur ces enjeux. Donc c'est évidemment plusieurs milliers d'enfants qui seront concernés. C'est fait pour lutter contre le radicalisme islamiste, mais il y a aussi d'autres sujets qui peuvent venir avec. Les sectes, par exemple, se développent aussi de cette façon-là, et les droits des enfants sont malmenés par l'appartenance de certains parents à des sectes qui peuvent amener à toutes sortes d'abus, et puis d'autres abus qui peuvent exister sur les enfants et qui ne relèvent pas
l'appartenance à une religion ou à un groupe, mais de pratiques qui est problématique de la part des parents. Bien sûr, ces enfants-là seront, si vous me permettez l'expression, sauvés par le nouveau cadre. Je suis parfois surpris du fait que l'on brandisse l'argument du faible nombre d'enfants qui seraient concernés. D'abord parce que je ne pense pas que ce nombre soit si faible que ça, et l'avenir nous le précisera. Et ensuite parce que chaque enfant compte. Quand bien même ce serait un enfant, et bien sûr c'est beaucoup plus qu'un, chaque enfant compte, et donc nous allons clairement renforcer notre capacité à protéger les droits de l'enfant dans un cadre démocratique et républicain. Encore une fois, une famille qui respecte parfaitement la loi et le bien-être de l'enfant n'a pas lieu de s'inquiéter sur cela. Et c'est donc d'ailleurs dommage de voir que des énergies tout à fait respectables et positives se mobilisent contre quelque chose qui en réalité ne les menace pas. Et c'est un peu un appel à la sérénité que je lance. Si on veut être serein, on doit regarder en face cela et au contraire, on voit que cela va conforter les bonnes pratiques et tout simplement mettre fin aux mauvaises pratiques. S'agissant de ce que vous m'avez demandé sur le domaine sportif, le contrat d'engagement républicain correspond à une logique que nous considérons comme très importante, puisqu'elle consiste à responsabiliser les acteurs, et notamment les fédérations. Nous avons beaucoup parlé avec le mouvement sportif, je pense au CNOSF, au CPSF, qui ont été consultés. Nous sommes engagés à écrire le contenu des contrats en étroite liaison avec le mouvement sportif. Et les thèmes auxquels on peut tenir dans ces contrats, c'est les valeurs de la République, c'est l'égalité homme-femme, c'est la lutte contre toutes sortes de dérives, et notamment la radicalisation. Et il est bon que ce ne soit pas dans une logique verticale, mais dans une logique de responsabilisation de la chaîne, des acteurs de terrain, donc les fédérations, bien sûr, et au travers des fédérations, les clubs. J'ai souvent été amené à dire, avant même cette loi et au-delà des enjeux de cette loi, que les valeurs du sport rejoignent les valeurs de la République. Lorsqu'on fait faire du sport aux enfants, d'une certaine façon, on les initie à une forme d'éducation civique et aux valeurs de la République, l'esprit d'équipe, l'engagement, le respect d'autrui, etc. C'est un peu ce qui se joue au travers du contrat d'engagement républicain, c'est finalement la fidélité du sport à lui-même. Si je prends la charte olympique, vous savez, on dit parfois que la laïcité, ce serait quelque chose de très français. Et quand on dit ça, c'est pas forcément en bonne part. Ça a l'air de dire que c'est désuet, que c'est pas à la mode, que c'est pas conforme à des choses beaucoup plus attractives qui se passent aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Je m'inscris en faux complet contre ça. Je pense que la laïcité, quel que soit le nom qu'on lui donne sous tous les cieux, est un concept extrêmement moderne, extrêmement adapté aux enjeux collectifs de notre époque, y compris en dehors de France. C'est pas pour rien que dans la charte olympique, on voit des choses qui, en réalité, ne prennent pas le nom de laïcité, mais il n'y a pas le nom, mais il y a la chose. Et le sport, il est naturel que le sport ne soit pas envahi par des éléments qui enfreignent la neutralité politique et religieuse, tout en respectant les libertés et je dirais un certain bon sens qui doit régner dans ces matières. Donc le contrat d'engagement républicain, c'est tout ça, c'est finalement une sorte de fidélité du sport à lui-même, au travers d'engagements que les fédérations peuvent d'autant plus prendre que ça correspond aux valeurs qu'elles affichent depuis toujours. Sur les certificats médicaux de complaisance, merci de les évoquer. Comme vous le savez, nous avons, et vous l'avez rappelé, missionné des inspecteurs généraux pour nous rendre compte de cela. Au travers de la question de l'allergie au chlore, c'est plus globalement la question en effet de ces pratiques qui ne sont pas acceptables. Donc on nous remonte régulièrement des sujets du terrain, donc nous savons que le problème existe, y compris de la part de chefs d'établissement et de professeurs d'EPS. Je vois que le sénateur Grosperrin est là. Il m'a déjà alerté sur cette question qu'il avait vue sur le terrain, mais je crois que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Le diagnostic, donc, justement, là aussi, reste à parfaire, parce que pour l'instant, c'est juste des remontées empiriques du terrain, d'où l'importance de l'enquête qui a été lancée par la Direction générale de l'enseignement scolaire en la matière, le travail des inspecteurs généraux et l'enjeu de l'accès
aux piscines, qui est un enjeu d'égalité homme-femme, qui est aussi un enjeu de sécurité. Vous savez à quel point la ministre déléguée Roxana Maracineanu est attentive au savoir nager. Ce serait paradoxal qu'on développe le savoir nager et qu'on accepte les pratiques qui empêchent certaines jeunes filles en particulier d'aller à la piscine. C'est d'ailleurs un des mérites de la laïcité que de nous amener à être logiques. Et donc, si on défend l'égalité homme-femme, on ne peut que défendre la laïcité. Et donc, j'attends les résultats, nous attendons les résultats avec Marlène Schiappa de cette mission d'ici à l'été, de façon à pouvoir en déduire des éléments opérationnels pour la rentrée scolaire prochaine. Nous allons prendre une première série de questions, commençant par Annick Billon, qui doit être en visio. Annick. Est-ce que tu nous entends, Annick? Oui, pardon. Ça y est, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous excuserez, j'ai de l'écho, vous aussi également? Non, c'est bon, on t'entend très bien. Non, bon, alors très bien. Donc, merci, Monsieur le Ministre, pour cette audition. Et je regrette de pouvoir connecter ma visio, mais j'ai peur que vous ayez le mal de mer. Donc, je vais faire deux points d'intervention dans ce matin. D'abord vous dire, Monsieur le Ministre, que je suis profondément attachée à la liberté d'enseignement. Un deuxième point, nous sommes tous, je pense aussi, attachés à la protection des enfants, et c'est sous cet œil-là que j'ai regardé le texte qui nous est proposé. Ayant été rapporteur de la loi Gatel, je pense qu'elle a montré son efficacité, et comme vous l'avez dit, on voit évidemment des difficultés pour réussir à fermer une école. La fermer le plus rapidement, c'est souvent effectivement sécuriser des enfants. Donc, bien entendu, je pense que la fermeture administrative reste peut-être la seule solution pour protéger des enfants. Ça a mis aussi en évidence cette loi Gatel et son application, surtout la difficulté du contrôle. Alors oui, il y a plus de contrôle, mais ce qui est ressorti quand même dans les auditions, c'est que les contrôleurs, les inspecteurs ne sont pas toujours formés aux méthodes alternatives, pédagogiques, et que ce déficit de connaissances fait aussi que ces contrôles peuvent être parfois à charge. Et ça a été le cas dans un certain nombre de témoignages que j'ai pu avoir, moi, sur l'instruction en famille. Il y a un véritable déficit de connaissances par rapport à ces méthodes nouvelles de pédagogie. Et donc, le diagnostic qu'on peut faire du coup de l'instruction en famille ou des écoles privées hors contrat est parfois aussi faussé par ce déficit de connaissances. Je voudrais aussi pointer un deuxième point, c'est le rôle des collectivités dans l'instruction en famille. Au cours des 3 dernières années, je me suis rendu compte, après le passage de la loi Gatel, puisqu'il m'était amené de parler souvent de cette proposition de loi devenue loi dans les collectivités, une méconnaissance certaine, évidente, des élus, du rôle qu'ils ont à jouer dans l'instruction en famille et dans le contrôle, avec souvent... ils se sentent totalement démunis. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, Monsieur le Ministre, revoir le rôle des collectivités aussi dans l'instruction en famille? Vous y avez fait tout à l'heure référence. Et puis, un deuxième volet dans cette intervention qui est plus lié à l'actualité. Le 25 février dernier, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les élèves des lycées hors contrat ainsi que les élèves inscrits au CNED devront tous passer leurs épreuves de spécialité sur table en juin 2021. Alors, je ne vous cache pas qu'on a été assaillis de mails sur l'annonce de ces nouvelles modalités parce que, clairement, lors du bac 2020, tous les élèves étaient logés, si je peux m'exprimer ainsi, à la même enseigne. Ça ne va pas être le cas cette année et il y a véritablement une montée de colère et d'incompréhension de la part de ces élèves dans les écoles privées hors contrat et les élèves inscrits au CNED. Donc, si vous pouvez également répondre, parce que dès le 8 mai, ce sont des élèves à qui on avait dit à l'automne
quand même que toutes les épreuves du bac étaient annulées, et ben, dès le 8 mai, certains vont devoir en passer sur table. C'est une profonde injustice. Ils le vivent comme ça, évidemment. Donc, merci, Monsieur le Ministre, et désolé pour le déficit de caméra, chers collègues et Monsieur le Président. Alors, on remet les pieds sur terre avec Jacques-Bernard Magnier. Sur le bouton, excusez-moi. Bien, merci Monsieur le Ministre pour les explications que vous nous avez apportées. Je trouve quand même que vous êtes un peu dans une forme de contradiction par rapport au débat que nous avions pu avoir autour de la loi dite Gatel au sujet des établissements scolaires hors contrat. Et vous nous dites que vous avez réussi, grâce à cette loi, à fermer certains établissements. Moi, je dis que vous auriez pu ne pas les autoriser à ouvrir, pour certains, si vous aviez accepté les amendements qu'on vous proposait à l'époque. Parce qu'entre la déclaration et l'autorisation, on voit bien aujourd'hui que ce que vous proposez de faire sur l'enseignement en famille, eh bien, pourrait être fait aussi de la même manière pour les établissements scolaires hors contrat. Je ne vois pas bien pourquoi on fait un sort particulier. Alors, sur l'instruction en famille, rassurez-vous, mon groupe politique vous soutiendra sur cette initiative parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de dérives qui peuvent arriver. Et l'école, pour nous, c'est d'abord l'école publique, privée sous contrat, qui affiche un certain nombre de principes républicains qui sont connus de tous. L'enseignement en famille, on connaît moins bien. On connaît quelques raisons pour lesquelles, qui sont dérogatoires et certes justifiées pour que les enfants soient scolarisés dans leur famille, quand c'est possible. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qui échappent à la fois au contrôle et puis à la fois aussi à la raison, je dirais. Parce que, comme vous l'avez justement dit, personne n'a un droit absolu sur un enfant, voire sur ses propres enfants. Je pense que tout enfant a droit de vivre avec ses pairs, d'avoir la mixité sociale dont il a besoin pour se former socialement. Et tout le monde sait ça, je ne prolongerai pas ma discussion là-dessus. Mais il n'empêche que je ne sais pas comment vous allez pouvoir nous expliquer cette position contradictoire que vous avez pu avoir entre les établissements hors contrat et l'instruction en famille, compte tenu de l'autorisation par rapport à la déclaration. Je voulais évoquer aussi tout à l'heure le bac 2020 pour ces jeunes du CNED, parce que bon, j'ai appris beaucoup de choses. Le CNED réglementé et le CNED libre, dit libre, effectivement, ont des régimes un peu particuliers par rapport aux examens. Et il semblerait qu'il y ait un problème par rapport aux jeunes qui passeront le bac 2021 pour ces jeunes du CNED réglementé, qui, je le rappelle, sont souvent des gens qui font de l'instruction à domicile, par exemple, mais pour des raisons de force majeure, puisqu'ils ont des problèmes de santé ou des problèmes divers de handicap, etc. Et puis enfin, je voudrais évoquer cette charte, ce contrat d'engagement républicain qui est sous votre responsabilité aussi, puisque les associations, la jeunesse, on leur fait encore quelque chose qui va poser des problèmes à ces nombreuses associations qui sont d'ailleurs de niveau de subvention des pouvoirs publics divers. Ça va de la petite subvention jusqu'à de très grosses sommes de subventions. Moi, je pense qu'il y a une charte des engagements réciproques qui existe dans ce pays depuis 2001, qui a été améliorée parfois, et je pense, et c'est ce que je défendrai lors du débat, qu'on puisse s'en tenir à cette charte des engagements réciproques, tout en, bien entendu, et tout en étant un peu sévère vis-à-vis de ceux qui ne respecteraient pas cette charte par rapport aux sanctions qui peuvent être apportées, mais qui devraient être graduées et pas seulement laissées à l'autorité administrative. Voilà, je vous remercie. Max Brisson. Alors Jacques Grosperrin, d'accord. Merci Max et merci Président. Oui, parce que je dois intervenir dans le cadre de la proposition de loi vis-à-vis de Pauline Guinchard-Künzler, qui était député avant moi. Et je voudrais faire un témoignage. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, également de me pardonner du fait que je ne pourrais pas entendre la réponse. Moi, je voudrais vous dire que j'ai apprécié les droits de l'enfant, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important, mais la seule originalité de l'école, c'est de fonder l'éducation publique, non plus sur le séparatisme
vous comprendrez où je veux en arriver, confessionnelle, mais sur la fraternité nationale. Et ce qui a été fait depuis longtemps dans l'histoire, c'était non pas une lutte contre la foi, mais en tout cas contre la haine. Parce que toute foi est respectable et c'est la haine qui est mauvaise. Et je crois que tout ce qui est arrivé au niveau de la laïcité l'a bien montré. Lorsqu'on reprend Émile Littré sur sa conception catholique et sur le suffrage universel, il dit bien justement que ceux qui adhèrent aux institutions démocratiques, ce sont ceux qui justement ne votent pas au moment les consignes cléricales. Et notre problème à nous, justement, c'est de réduire par tous les moyens éducatifs la proportion des enfants musulmans selon le suffrage universel et selon la notion de Littré, et de réduire le séparatisme confessionnel musulman. Et je crois que le mot séparatisme, ce n'est pas un mot qui me gêne. On l'a un peu espacé, en tout cas on l'a un peu mis de côté parce qu'on a eu peur à un moment donné, encore chaque fois sur le même problème, de stigmatiser. Mais je crois que ce n'est pas stigmatiser de dire les choses et d'aider les jeunes justement à se construire. Mais pour se construire, on se construit à travers une nation. Même le mot nation, on l'a un petit peu oublié, alors que ce n'est pas un gros mot. Je sais que vous ne l'oubliez pas, mais c'est vrai que la République, elle a donné à l'école justement cette notion de transmettre cet héritage et à tous ses enfants. Mais je voudrais vous poser 3 questions. La première, c'est sur le rôle des INSPE, des SPE, INSPE, etc. Parce qu'on a expliqué pendant très longtemps aux enseignants, qui l'ont redit d'ailleurs aux élèves, que l'histoire française est coloniale, que la langue française est sexiste, qu'il fallait déconstruire la culture qui était porteuse de stéréotypes, que la culture est contre nature. Donc en réalité, je crois qu'il y a un vrai problème. On aura beau parler de ces séparatismes-là, je crois qu'il y a un vrai problème en France. C'est un problème au niveau de la formation. Parce que la formation, ce n'est pas simplement la formation à la laïcité, mais c'est avant tout la formation, c'est transmettre le savoir à la culture de cette école qui éduque. La deuxième question, c'est par rapport aux IEF. L'instruction en famille. Moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que si certains n'ont pas la possibilité de le faire, ils vont créer des écoles qui seront sous contrat, hors contrat ou sous contrat. Moi, j'avais visité avec, d'ailleurs, Jean-Bernard Meunier devait peut-être être là, et François Laborde, un lycée. Alors, on va le citer, parce que souvent, on n'ose pas dire les mots, mettre les mots sur les choses, mais je crois que c'est important, le lycée Averroès. On était rentré par l'extérieur. Ce sera plus facile que de l'expliquer hier, Président Lafont. Et on était rentré par la porte de sortie. On s'était rendu compte qu'en réalité, avec les garçons, ils n'étaient pas tout à fait avec les filles. On s'est rendu compte qu'il y avait une belle explication du directeur. Et lorsqu'on a discuté avec les enfants, on leur demandait comment ça se passait les cours d'éducation physique. Ils nous disaient, on est chacun de notre côté. Alors que le directeur nous avait dit qu'ils étaient ensemble. Lorsqu'on leur demandait, qu'est-ce que vous pensez de la Shoah ? Ah ben, c'est au programme, monsieur. Mais qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça existait ? Ah, monsieur, c'était au programme. Les cours d'éducation physique, chacun de son côté, je pense que les spécialistes en parleront peut-être certainement mieux que moi aussi tout à l'heure, mais je crois qu'à un moment donné, si on n'a pas ces possibilités de pouvoir contrôler, c'est un vrai problème, parce qu'il y a des écoles qui sont sous contrat, en réalité, qui sont capables de faire des choses dont on ne se rend pas compte. Alors avant, il y avait le déni. Je sais que, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas dans le déni, et je le reconnais, et je vous en remercie. Et puis enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt des équipes mobiles, départementales, alors circonscription, IEN, IPR, sous la forme de ce qui pourrait exister sous les formes de la laïcité, mais la laïcité et les valeurs de la République, en liaison avec le second degré. Moi, je pense qu'il y a un binôme fort à mettre en place entre l'IEN et les IPR pour qu'ils puissent identifier et puis peut-être mieux contrôler. Parce que la difficulté qu'on rencontre, et on l'entend de partout, c'est de dire, oui, mais c'est difficile, on n'arrive pas véritablement à pouvoir contrôler ce qui se passe dans les familles. Mais ce qui se passe dans les familles, si on veut le contrôler, il faut mettre les moyens. Et mettre les moyens, c'est mettre en place ce qu'on pourrait appeler ces équipes académiques avec des déclinaisons départementales. Merci, Monsieur le ministre, merci, Président, et merci, Max. Comme nous sommes dans le temps de parole des groupes, Max Brisson ne m'en voudra pas de faire attendre un peu pour respecter c'est la règle, voilà. Et donc Thomas Dossus. Merci Monsieur le Ministre et merci Monsieur le Président. On vous rejoint sur quand vous dites que évidemment la République c'est l'école et la centralité de l'école dans la République. On a un peu de mal à vous suivre quand sur certains quartiers populaires on peut évaluer qu'un élève en Seine-Saint-Denis
perd une année totale de scolarité, sur la totalité de sa scolarité à cause de l'absentéisme et du manque de moyens dans certains collèges de quartiers populaires, notamment dans l'académie de Créteil, où des mobilisations sont encore en cours face à cette situation. Donc malgré le rapport de la Cour des comptes de 2017, ça continue. Et puis globalement sur le texte qu'on étudie aujourd'hui, il est clair qu'il frappe fort, il frappe plus largement que sa cible initiale. Bon, alors les débats autour de l'instruction en famille ont fait évoluer le texte tout de même, mais ça frappe tout de même une liberté que vous avez appelée, vous, vide juridique. Mais on a bien compris qu'il n'y avait pas d'étude d'impact réelle sur la déscolarisation pour radicalisation religieuse et que vous avez construit cet article de loi tout de même pour remettre en cause l'instruction en famille sans avoir de données chiffrées. On avait interrogé Dominique Schnapper du Conseil des sages de la laïcité qui a aussi balayé l'intérêt d'avoir des données chiffrées puisque comme vous, elle nous expliquait que effectivement une exception justifie le fait de produire un texte aussi large. Alors moi, vous l'avez dit, vous allez renforcer les contrôles et mon collègue vient de le dire aussi, il y a un besoin d'avoir des équipes de contrôle renforcées, donc on voudrait savoir un peu quels sont les moyens que vous allez mettre sur les contrôles réels de l'instruction en famille. Et puis moi je m'interroge quand même sur la complexité d'évaluer un peu la proportionnalité de cet encadrement très strict de l'instruction en famille et les objectifs poursuivis. Est-ce que c'est encore vraiment proportionnel par rapport à tout ça, avec une vision aussi vague du nombre d'enfants concernés par la radicalisation? Évidemment que chaque enfant est un enfant de trop, mais si on remet en cause l'ensemble de l'instruction en famille, c'est problématique. Voilà. Céline Brulin. Merci, Président. Monsieur le Ministre, sur d'abord l'instruction en famille, j'entends ce que vous dites qu'il y a difficulté à faire un diagnostic chiffré précis, mais il semblerait, par exemple, dans mon département, que même si ça reste des chiffres très marginaux, il y ait effectivement une progression et qu'il y aurait un petit moment de cette progression qui pourrait, je parle vraiment au conditionnel, se corréler à l'instruction obligatoire à 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate partout ou pas? Et quelles conclusions peut-on en tirer? Comme mes collègues, quelles sont les capacités réelles à contrôler ce qui se passe dans l'instruction en famille? Vous pensez pouvoir développer? Et puis, si ces enfants, ces 62 000 enfants qui sont aujourd'hui dans l'instruction en famille, allaient à l'école, où iraient-ils? Est-ce qu'on a des projections? Iraient-ils dans l'école publique? Iraient-ils dans l'école privée hors contrat ou sous contrat? Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de ça? Sur les certificats médicaux de complaisance, moi j'irais presque un peu plus loin que ce que le rapporteur Lafont suggérait en parlant de médecins disposant d'un agrément. Pied noir, pardon, désolé. Mais il n'y avait pas vraiment d'offense dans ce que je disais là. Ni pour l'un ni pour l'autre, absolument. Donc les certificats de complaisance, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et que ce soit les médecins scolaires qui les accordent? Évidemment, on voit où je veux en venir. Ça voudrait dire qu'il faut considérablement augmenter la médecine scolaire dans ce pays. Est-ce que c'est une piste qui peut être envisagée? Sur le sport, très rapidement, je rejoins les inquiétudes qui ont été exprimées sur ce contrat d'engagement républicain et sa traduction concrète. Est-ce que ça va impliquer pour les clubs, etc. Je pointe juste le moment particulier dans lequel on est, où quand même on va se retrouver avec un mouvement sportif en sale état, compte tenu de l'épidémie, des arrêts, etc., et qui a, à mon avis, aussi cette dimension-là à prendre en compte. Et puis enfin, hier, nous avons auditionné Jean-Pierre Aubin, dont vous dites à l'instant, dont vous nous rappelez à l'instant que vous l'avez missionné. Et il a dit une chose qui, évidemment, moi, me parle, et que ça vienne de lui, ça me parle davantage encore, c'est qu'en gros, dans ce texte, il manque, je ne vais peut-être pas utiliser les termes exacts qu'il a employés, mais il manque une dimension mixité sociale qui est absolument essentielle, tout le monde en conviendra, je pense, pour lutter contre les séparatismes, et je dirais les séparatismes de tous ordres. Et donc sur cet aspect de fond, est-ce qu'il y a des réflexions qui peuvent aussi s'engager? Sinon, on ne fera que la moitié, si ce n'est même moins encore, du chemin. Merci. François Patria.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Compte tenu de la qualité des questions qui ont été déjà posées, qui rejoignent pour partie les miennes, je serai bref pour dire que j'entends bien quelques détractions, j'entends bien qu'il peut y avoir quelques manques aujourd'hui, mais je voudrais quand même malgré tout saluer un texte qui trouve un point d'équilibre entre la préservation des libertés et la lutte contre les séparatismes. Il y a dans ce texte, au-delà des prises en compte des problèmes de l'école qu'on évoque ici ce matin, beaucoup de problèmes majeurs qui n'avaient pas été jusqu'à présent traités et qui sont traités dans ce texte et qui en font un texte, je crois, dont l'importance n'échappe à personne, donc qui va susciter beaucoup de débats entre nous et ils sont bien légitimes. Vous avez dit à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre, que ce projet de loi était un texte pour et non un texte contre. Et je le souligne moi aussi. Un texte pour la République, un texte pour l'école et pour le droit à chaque enfant à l'instruction. Je crois qu'il était bon de le souligner pour en garder la tonalité majeure et qui n'est pas celle des critiques qui peuvent être adressées à côté. Bon, nous avons beaucoup de débats, mais bien sûr, nous sommes nous aussi, comme tous nos collègues, sollicités par les associations qui défendent l'instruction des familles et qui évoquent un régime d'interdiction avec des exceptions plutôt qu'un régime d'autorisation. Je crois que personne aujourd'hui peut ne pas souhaiter un contrôle plus strict de l'enseignement des enfants à domicile. Or, ça passe bien entendu par un certain nombre de mesures qui, si on les écartait aujourd'hui, rendraient le texte inopérant. Alors, j'ai entendu déjà les réponses que vous avez faites et certaines questions posées par mes collègues qui sont tout à fait légitimes et que je partage par ailleurs, mais peut-être comment pouvez-vous expliquer que nous n'ayons pas réussi à lutter contre le détournement de la possibilité d'une instruction en famille? Pourquoi est-ce parce qu'on n'a pas cherché à le faire, parce qu'on était laxiste, parce qu'on ne voulait pas savoir? Qu'en est-il des contrôles qui sont aujourd'hui effectués? Avez-vous des chiffres ou des annonces? Je pense que vous avez par avance un peu répondu, mais est-ce que vous avez quelques éléments supplémentaires? Quant au mouvement sportif et le contrat d'engagement républicain, on voit bien que là aussi, il existe des dérives. Chacun en est témoin dans son territoire. Moi, je l'ai été à titre personnel aussi. Qu'on puisse demander aujourd'hui un contrat d'engagement me paraît non pas la moindre des choses, mais un élément, j'allais dire, positif dans le sens du texte de loi que nous soutiendrons. Bernard Fialaire. Il est temps de Bernard. Oui, merci. Je vous prie de m'excuser donc d'être en visio, mais le ministre qui s'occupe aussi des sports et la commission comprendra. Et hier, on avait l'arrivée du Paris-Nice dans mon territoire du Beaujolais et je me devais d'assister en tant que sénateur du groupe. Plus sérieusement, moi je voudrais revenir sur ce problème aussi des certificats médicaux de complaisance dont on parle. Comme médecin et même comme médecin du sport et qui a rédigé un mémoire sur les certificats médicaux, je voudrais rappeler quand même que les certificats médicaux qu'on dit de complaisance, ils répondent parfois à une véritable souffrance de certains enfants. Vous savez, à l'adolescence, en fonction de la perception qu'on a de son corps, ça peut être une véritable souffrance d'aller, même quand on est couvert d'acné, d'aller dans une piscine. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop fantasmer sur ces certificats. En revanche, il y a quand même une chose, c'est qu'un élève d'ailleurs, on n'a pas du tout à marquer que je sache qu'il y a un secret médical et personne ne sait pourquoi les gens ont un certificat médical de dispense. Ils le sont. Il n'y a que si la dispense dure plus de 3 mois que le médecin scolaire doit donner son avis et doit être consulté pour le prolonger. Je trouve que c'est bien. Ça entraîne aussi les moyens de la médecine scolaire et moi je replaide toujours pour quand même une fusion de la médecine scolaire et de la médecine de PMI des départements. On voit bien qu'une grande partie des problèmes qu'on dit de santé sont aussi des problèmes sociaux, dans le sens de la santé de l'OMS, c'est-à-dire le bien-être physique, psychique et social, et qu'on aurait tout à gagner à fusionner les moyens des PMI et de la médecine scolaire. Mais pour en revenir à ces certificats, vous savez que les enseignants peuvent quand même se faire demander aux élèves qui sont dispensés de sport d'assister au cours, de venir, ce qui leur permet d'avoir un éveil, de regarder, d'avoir même un jour une appétence pour ces matières dont on peut les priver par ailleurs. Je crois à la fonction de l'exemple.
souvent, ces enfants n'assistent pas aux cours parce que c'est plus confortable, plus facile de les mettre en études plutôt que de les faire accompagner. Moi, je pense qu'il faut rappeler à chacun son devoir, sûrement au médecin de ne pas faire de certificat de complaisance qui ne conviendrait pas, en même temps aux enseignants d'assumer ces élèves qui sont des élèves qui doivent assister au moins au cours, même s'ils n'y participent pas pour un problème de dispense. Pour en revenir à la loi, je partage ce qui a été dit par le collègue Patria. D'une manière générale, comme sénateur radical, c'est-à-dire radicalement républicain, moi j'attends de l'école de la République qu'elle soit d'excellence, qu'elle soit exemplaire, qu'elle donne envie à chaque famille d'y mettre ses enfants, à chaque enfant d'y aller, et ça réglerait le problème. Pour ça, il faut des moyens. Est-ce que nous voulons vraiment faire une priorité? Est-ce qu'on va vraiment donner des moyens à cette éducation nationale qui réglerait une grande partie des problèmes? On n'aurait pas à mettre des enfants dans d'autres écoles, on n'aurait pas à leur faire l'enseignement à domicile si on y était vraiment, si tout le monde était convaincu de la qualité qui est proposée à ces enfants. Deuxièmement aussi, le niveau de recrutement. Moi, depuis, je ne suis pas issu du monde de l'enseignement, mais depuis que je vais interroger, auditionner un peu tous les établissements autour de moi, je suis assez stupéfait, par exemple, par les principaux de collèges qui me disent qu'ils sont consternés par les courriers qu'ils reçoivent des enseignants du primaire qui leur envoient des enfants. Donc, il y a vraiment, est-ce qu'on veut refaire une priorité, redonner des moyens, monsieur le ministre, à cette éducation nationale? Alors, pour ce qui est de la loi, tout ce qui va dans ce sens, on le soutiendra, mais il faudra passer peut-être aussi un jour à la vitesse supérieure. Voilà, chaque groupe s'est exprimé. Il y a 3 autres sénateurs qui veulent prendre la parole. Je vous propose d'enchaîner toutes les questions, en commençant par Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette audition et aussi d'ailleurs pour la belle soirée d'hier soir qui nous a installés dans la sérénité dans laquelle nous avons essayé de rester, que vous appelez de vos voeux. Nous avons auditionné hier matin Jean-Pierre Aubin et ce qu'il nous a dit, moi, m'a beaucoup marqué. Il a décrit devant nous une menace réelle d'une idéologie totalitaire, je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom, qui est l'islamisme, et qui a pénétré profondément l'école. Et en disant cela, je n'accuse personne, et surtout pas vous, et je ne dis pas que le pas de vague n'a pas reculé. Enfin, il y a un cancer qui s'est introduit dans l'école, et dans l'école publique. Au cœur même de l'école publique. Alors c'est le résultat, il nous l'a très bien décrit, de petites lâchetés cumulées, chacune est inoffensive, mais c'est le total de ces lâchetés qui pose problème, de la naïveté, plus ou moins assumée, et puis aussi, ce qui est plus grave pour le ministre de l'Éducation nationale, d'une certaine connivence de certaines élites intellectuelles, y compris dans les lieux où l'on forme les professeurs de demain, y compris dans la déconstruction du concept même de laïcité et dans le relativisme qui est installé par rapport à ce principe républicain. Donc ma première question va être simple. Dans le texte que nous examinons, j'ai vu immédiatement ce qui concernait l'école privée hors contrat. J'ai vu immédiatement ce qui concernait l'instruction à domicile. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à voir en quoi ce texte vous apportait des éléments supplémentaires permettant de lutter contre l'islamisme au cœur même de l'école publique, où, vu le nombre d'élèves, le mal est beaucoup plus absolu que partout ailleurs. La deuxième question, c'est, je n'aurai pas la cruauté, compte tenu de la sérénité à laquelle vous nous avez appelé, de rappeler qu'en juin, vous indiquiez au Sénat que vous aviez tous les outils nécessaires pour lutter contre les dérives de l'instruction que pourrait donner éventuellement l'instruction en famille. Je voudrais m'en tenir plutôt au principe. Préciser une liberté par la définition des modalités de son exercice, je vous cite, correspond à une position que nous pouvons partager, que nous partageons d'ailleurs, parce que c'est un fondement de l'état de droit et de la démocratie. Il n'y a pas de liberté sans cadre, et vous avez raison. En revanche, pensez-vous qu'une liberté fondamentale s'exerce dans une démocratie sous régime d'autorisation? Ne pensez-vous pas davantage conforme à nos principes républicains, dont on parle constamment, de renforcer les contrôles
plutôt que de rompre avec nos principes républicains, nos valeurs républicaines fondamentales. Vous insistez enfin sur le développement de l'IEF dans les départements où le radicalisme islamiste se développe. Je ne le nie pas. Nous pourrons certainement le préciser dans les années qui viennent. Mais la vérité, me semble, consiste aussi à dire, sans davantage de chiffres, puisque nous n'en avons ni d'un côté ni de l'autre, qu'elle se développe aussi, cette instruction en famille, sur bien d'autres territoires, y compris les territoires ruraux, et donc pour bien d'autres raisons qui ne peuvent ni être ignorées et qui ne peuvent pas être ignorées, qui méritent autant d'attention, puisque chaque enfant compte, cela compte aussi. Et ceux-ci bénéficient d'une IEF de qualité le plus souvent et pour des motifs tout à fait légitimes. Donc, avec sérénité, je vous demande s'il ne serait pas de meilleure politique d'entrer dans une logique de renforcement des contrôles, de leur réactivité, de leur efficience, y compris dans les quartiers difficiles, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui s'éloignent de la République, plutôt que de jeter la suspicion sur tous. Je vous remercie. Laure Darcos. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors nous ne sommes pas du tout coordonnés avec Max Brisson, mais je vais juste en effet apporter un témoignage supplémentaire. Moi aussi, je regrette véritablement qu'on n'ait pas pu avoir des chiffres et qu'on puisse classer, entre guillemets, ces familles qui préfèrent en effet instruire leurs enfants à domicile. Pourquoi ? Parce que ce qu'a pu dire, et même si je l'apprécie énormément, mon collègue du même département, Francis Choix, qui vous a donc témoigné que c'était dans les quartiers difficiles qu'on en voyait le plus. Moi, j'ai exactement l'inverse en termes de témoignages. J'ai reçu des centaines et des centaines de mails parce qu'on est à peu près à 1000 enfants a priori en instruction en famille en Essonne, hein, c'est le chiffre que nous a donné le préfet. Moi, j'ai beaucoup de gens qui soit sont dans les milieux, en effet, le milieu rural. Pourquoi ? Parce que les problèmes de transport, de RPI, c'est plus compliqué. Mais également, moi, sur mon plateau de Saclay, j'ai des familles, j'allais dire presque, enfin CSP+, qui ne par esprit n'ont jamais voulu mettre leurs enfants dans le privé, mais ne trouvent pas dans le public la rapidité ou en tout cas la personnalisation d'instruction que souhaitent leurs enfants. Mais ce sont des familles qui, à l'inverse de votre but recherché, ce que je trouve bien évidemment honorable, et nous sommes tous à vouloir, entre guillemets, lutter contre la déscolarisation notamment des petites filles et des jeunes filles. Mais ce sont des familles qui sont très bien insérées dans les communes, qui en général participent à toutes les associations culturelles, sportives. Les parents sont impliqués dans en effet la vie souvent communale. Donc en plus, ce sont des enfants qui sont extrêmement bien dans leur peau et bien insérés. Et ceux-là ne comprennent pas en effet qu'on jette la suspicion sur eux. Ils comprennent bien évidemment le but recherché, mais comme l'a dit Max Brisson et d'autres collègues avant moi, le fait de ne parler que d'exception les gêne énormément. Et donc moi aussi je suis d'accord pour dire que est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là durcir peut-être l'autorisation préalable, mais que ça soit une autorisation naturelle pour ces familles sur lesquelles aucune suspicion ne peut être jetée. Voilà, c'est tout. Jean-Raymond Hugonet. Merci Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet ô combien important. N'allez pas voir ici d'ailleurs dans mes propos quelque chose d'autre chose que constructif. Je vous le dis vis-à-vis de vous que je respecte énormément. Et entendez, ne la prenez pas pour vous, la colère de moins en moins sourde qui anime le sénateur que je suis de l'Essonne. Je veux revenir au moment de ce texte sur la temporalité qui est importante. 4 septembre 2020, c'est le discours du 150e anniversaire prononcé par le président de la République Emmanuel Macron. Il y dit des choses extrêmement sensées, très précises et à mon sens très importantes. Le 2 octobre, on est au discours par le même président de la République de la lutte contre le séparatisme qui revient dans notre vocabulaire quotidien. Au Mureau, il prononce ce discours au Mureau, jolie porte de pêche de la région Île-de-France. Et puis le 16 octobre,
c'est le drame absolu avec la décapitation de Samuel Paty. S'ensuit un hommage le 21 octobre à la Sorbonne, hommage national. Et le 9 décembre 2020, c'est le projet de loi en Conseil des ministres. On ne parle plus de séparatisme, heureusement. On parle de conforter les principes de la République, et c'est là-dessus, par rapport à la remarque que j'ai à faire et à la question que j'ai à vous poser en essayant d'être le plus concis possible, c'est là-dessus que je veux revenir. Vous avez cité Jules Ferry tout à l'heure. Je voulais citer quelqu'un que vous appréciez aussi énormément, Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je suis frappé depuis le début de ce travail sur ce texte de l'erreur profonde, gravissime, faite par certains, commise par certains, peut-être par une erreur simple. Par d'autres, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté. Il y a une différence fondamentale à mes yeux, et pas qu'aux miens, entre les valeurs de la République et les principes de la République. Vous-même, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, depuis le début, sans y faire peut-être attention plus que ça, vous avez tout à l'heure commis, à mon sens, l'erreur de distinguo, puisque, vous l'avez dit, ce sont des équipes valeurs de la République. Non, ça ne peut pas être des équipes valeurs de la République. La laïcité n'a jamais été une valeur de la République. C'est un principe républicain et c'est la Constitution de 1958 qui nous le dit. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le président de la République, dans son discours du 4 septembre, ne dit pas autre chose. Il place directement la laïcité sous le chef de la liberté, précisément. Et donc, dans cette loi, qui est une législation d'émotion, et je n'aime pas la législation d'émotion, on cible précisément un groupe, et ce n'est pas un gros mot de le dire, sans le nommer. Sans le nommer et en se donnant quelques alibis pour ne pas le nommer. Et ça, Monsieur le Ministre, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Comme parlementaire, comme Français, et comme ayant en héritage cette République que nous aimons tant, et vous et nous. Alors, ensuite, ça c'était pour la remarque de fond, j'ajoute quand même, pour faire la transition sur le sport, et je suis heureux que vous soyez devenu, avec un agenda qui n'était certainement pas assez ramassé, ministre des Sports. Enfin, nous avons un ministre des Sports, et j'en suis heureux. Même si je vois le ministère des Sports se réduire comme peau de chagrin. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'olympisme et de la laïcité. Oui, la laïcité est un principe extrêmement moderne, et ce n'est pas pour rien que le pays des Lumières a construit cette laïcité, difficilement, mais il l'a construite, et le baron Pierre de Coubertin, de quelle nationalité était-il? L'olympisme aujourd'hui, alors que c'est un règlement, ce n'est pas une loi, l'olympisme aujourd'hui fait face aux mêmes attaques de ceux qui veulent la fin de notre République. Ils ne veulent pas s'en séparer, mes chers collègues. Ils ne veulent pas s'en séparer du tout. Ils en veulent la fin. Voilà. L'olympisme fait exactement face aux mêmes problèmes que nous. Je parle des footballeuses voilées, je parle... OK. Donc sur ce sujet-là, oui, la laïcité est extrêmement moderne, mais elle est extrêmement combattue également, et nous sommes les seuls tenants de cette laïcité au monde. Alors, justement, je voulais passer par le sport très rapidement, pour citer encore une fois, excusez-moi, Albert Camus, décidément, qui en 1957 disait « Tout ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ».
Je vais faire sourire mes collègues, ils savent que j'ai un tropisme footballistique. Pensez-vous 2 secondes et demie, Monsieur le ministre, que ce soit ces fameux contrats qui sont prévus par la loi, qui vont empêcher les prières islamistes dans les vestiaires de football, dans les couloirs de vestiaires de football qui sont des lieux publics? Pensez-vous que ces contrats vont demander aux clubs, parce qu'on veut responsabiliser les fédérations comme si elles n'étaient pas responsabilisées, les fédérations, mais avec quels moyens vont-elles lutter contre des gens qui se signent en rentrant sur un terrain de football? Avec quels moyens vont-elles lutter contre des gens qui font des prières, comme je l'ai vu, sans pouvoir agir, par lâcheté, car c'est une lâcheté collective, chers collègues, et on pourra prendre toutes les lois du monde, les rédiger du mieux possible, débattre entre nous pendant des heures. Nous sommes à côté de la cible, Monsieur le ministre. Je sais qu'au fond de vous, vous le savez, parce que vous aimez la République et vous aimez notre pays comme on l'aime tous ici. Mais du jour où on va comprendre, chers collègues, que la cible, elle est là et qu'il ne s'agit pas de taper ailleurs, ce jour-là, j'espère, on en aura fini avec ces problèmes. Voilà, il y a 2 autres collègues qui se sont inscrits. Je vais leur demander vraiment d'être très rapide parce que ce qui est important aussi, c'est d'écouter le ministre. Donc Sonia de la Provoté et Jean-Jacques Lozach, si vous pouvez faire très rapide. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos. Moi, j'ai une question très courte. La question des écrits pour les élèves qui suivent la formation au CNED se pose, puisqu'elle est nécessaire pour un contrôle. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour les enfants qui ont cette formation à domicile ou les enfants qui sont dans les écoles hors contrat, à l'instar de ce qui se passe pour tous les autres enfants, pour évaluer leur évolution en matière d'acquis pédagogiques, de participer aux évaluations nationales de CP, de CE1, comme tous les autres, et d'organiser ce point d'étape, parce qu'il me semble que considérer qu'un point d'étape soit utile à la fin du lycée, ça paraît un peu loin pour faire un constat, alors que si on le faisait de façon intermédiaire à ce moment-là, qui est un moment, comme vous l'avez bien évalué vous-même, très important, peut-être qu'on pourrait reprendre ou réaccompagner notamment les projets pédagogiques pour que les enfants comblent certains écarts, parce qu'en l'état actuel des choses, on ne sait pas où ils se situent par rapport à ce sujet. Je vous remercie. Jean-Jacques Lozach. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le sport est donc concerné par les articles 25 et 25 bis, avec deux nouveautés importantes. Bon, la première, c'est le changement de régime concernant, le changement de modèle concernant les relations entre l'État et le mouvement sportif, puisque l'on passe d'un modèle de tutelle à un modèle de contrôle, même si ça reste très, très théorique. Hein, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et on est un certain nombre à le penser, que ce changement de relation entre l'État et le mouvement sportif n'avait pas davantage sa place dans la loi sport qui arrive en débat dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, plutôt que dans ce texte concernant les principes de la République? Et puisque je parle de contrôle, quel va être son contenu? Bon, il va être défini par 4 décrets qui seront pris en Conseil d'État, mais à ce stade, le mouvement olympique et sportif se dit non associé aux travaux préparatoires à ce qui va devenir donc demain son contrôle par l'État. En ce qui concerne la deuxième nouveauté, c'est-à-dire le contrat d'engagement républicain, il faut savoir, c'est vrai, que les éducateurs, les intervenants dans les clubs, sont en situation d'attente d'un certain nombre de référents, d'indicateurs pour intervenir éventuellement face à certains types de comportements. Et je voudrais savoir si le guide de la laïcité dans le sport, alors qui est récent, c'est vrai, est-ce qu'il ne mérite pas d'ores et déjà d'être dépoussiéré? Et puis enfin, une question un petit peu annexe, mais qui concerne quand même le sport scolaire, c'est le passe sport. Je voudrais savoir où on en est au niveau des arbitrages après la déclaration très importante du président de la République. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, j'ai vu que vous aviez quelques pages de questions, donc je vais vous laisser la parole pour y apporter les réponses. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donc répondre dans l'ordre, évidemment, des différentes questions. D'abord, donc, les questions de Madame la sénatrice Annick Billon.
D'abord sur le rôle des collectivités locales dans l'instruction en famille. Ça fait partie finalement des choses qui se sont élaborées avec le temps et qui méritaient là aussi une forme d'actualisation. Comme chacun sait, le maire a un rôle, effectivement, et Madame la sénatrice, vous l'avez rappelé, les maires ont un rôle très important, mais c'est un rôle qui a forcément ses limites, et d'ailleurs c'est des limites qu'ils rencontrent aujourd'hui dans l'état du droit actuel. Parce que, d'abord, toutes les mairies ne sont pas, sur ce sujet comme sur d'autres, avec les mêmes moyens humains et les mêmes capacités selon leur taille, selon leur richesse, pour faire les choses. Ce qui est prévu, c'est de s'assurer que les familles ont les moyens requis pour assurer l'instruction en famille, mais cela reste quelque chose d'assez vague et d'assez sommaire, et ça ne peut guère, ça peut difficilement être envisagé que ça aille plus loin. Il est normal que ce soit l'État, et de manière le plus homogène possible, qui soit dans cette situation de contrôle, en lien avec les maires, parce que par ailleurs, les maires sont dans une situation évidemment particulièrement adaptée pour signaler les problèmes et participer à la logique de contrôle. Donc c'est la logique dans laquelle nous sommes. C'est une logique aussi qui peut, dans les temps à venir, associer davantage des conseils départementaux aux enjeux. Je pense en particulier à ce qui se passe au titre de l'aide sociale à l'enfance et de la connaissance qu'ont les administrations départementales, les institutions départementales des enjeux. S'agissant des élèves inscrits au CNED, vous m'avez au CNED réglementé, donc même si ce n'est pas complètement relié au projet de loi que je vous présente, mais vous êtes 3 à avoir souhaité m'interpeller là-dessus, donc je vais répondre bien volontiers, ne pas me dérober par rapport à cette question. Je vais faire un petit peu l'exposé de la situation et profiter pour à mon tour, d'une certaine façon, nous poser une question. D'abord, nous sommes donc dans une année de réforme du baccalauréat, où se parachève la réforme, dont le principe est d'avoir, en temps normal, une part de contrôle terminal et une part de contrôle continu. 60% de contrôle terminal, 40% de contrôle continu. J'assume totalement cette mixité des deux épreuves, puisqu'il y a des vertus aux deux natures d'épreuves. Une, le contrôle terminal qui objective peut-être davantage, l'autre qui encourage le travail continu des élèves. Et on voit bien l'intérêt des deux formules. L'an dernier, l'année scolaire dernière, 2019-2020, a été hors du commun. Et jusqu'à une date proche du mois de juin, il était difficile d'établir dans quelles conditions pourrait se dérouler éventuellement le baccalauréat. Il a été décidé tardivement, et il ne pouvait pas en être autrement, que ce serait par le contrôle continu. Donc à ce moment-là, il était normal de s'assurer qu'aucun élève de France ne serait lésé par cette décision forcément un peu soudaine, que j'avais prise d'ailleurs après de très nombreuses concertations. C'était totalement exceptionnel et là aussi assumé comme tel. C'est d'ailleurs le signe que, évidemment, en aucun cas, je ne veux et n'accepterai même de discrimination injustifiée entre des élèves venus de différents horizons. J'ai à l'époque utilisé l'expression « il n'y a que des élèves de France » dans des situations comme ça. Il n'y a pas de distinction, c'était une décision presque, je dirais, d'urgence. La situation de l'année 2020-2021 est totalement différente. Nous sommes en situation d'anticiper. Et qu'ai-je fait comme évolution des règles du jeu? J'ai simplement dit qu'au mois de mars, il était très difficile d'envisager des épreuves telles que prévues, les nouvelles épreuves d'enseignement de spécialité, et que, puisqu'il en était ainsi, nous le transformions en contrôle continu. Et j'ai essayé de le dire avec le plus d'avance possible, je l'ai dit au mois de janvier, de façon à ce que personne ne soit piégé et que les élèves, l'immense majorité des élèves, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé sous contrat, puissent travailler entre janvier et juin en connaissant parfaitement les règles du jeu qui sont que ce sera le contrôle continu pour ces épreuves. Et je maintiens le contrôle terminal pour la philosophie et le grand oral. Les élèves qui sont dans les écoles hors contrat et qui sont dans le CNED dit réglementé sont dans deux situations différentes, chacun dans leur catégorie d'ailleurs par rapport à ça. Le contrôle continu suppose que nous puissions nous assurer tout simplement de conditions équitables de réalisation. Ce n'est pas parfaitement le cas des élèves qui sont en CNED réglementé, puisque la manière dont ils font leurs épreuves correspondant aux enseignements de spécialité se passe à la maison, d'une manière qui est donc très différente de ce qui se passe pour
des élèves qui, allant à l'école tous les jours, font des devoirs sur table. C'est pourquoi, s'agissant des élèves du CNED réglementés, on a tout simplement établi la règle qui était prévue, sauf que les choses se passent au mois de juin au lieu de se passer au mois de mars. Ce qui me surprend, et vous savez qu'on a un débat symétrique avec les élèves des écoles hors contrat, puisque là aussi, pour les élèves hors contrat, comme nous n'avons pas d'inspection des écoles hors contrat sur le plan pédagogique, nous ne nous assurons pas d'une garantie de qualité du contrôle continu. Et ce faisant, ce qui a été décidé pour eux, c'est que les épreuves qui normalement avaient lieu en mars, tout simplement, ont lieu en juin. Alors certes, ça crée 3 situations différentes, mais parce qu'il y a 3 conditions d'exercice des choses qui sont différentes. La question que je nous pose collectivement, à nous les Français, c'est que j'ai parfois du mal à comprendre qu'on se scandalise du fait d'avoir à passer un contrôle terminal plutôt qu'un contrôle continu. Lorsque je prends ces décisions, ce sont des décisions pratiques, ce ne sont pas des décisions qui avantagent ou qui désavantagent. Il n'y a pas un avantage intrinsèque à passer le contrôle continu ou à passer l'épreuve terminale. Donc je ne voudrais pas que l'épisode de l'an dernier finisse par instiller dans les esprits qu'il y aurait une situation plus favorable parce qu'on serait en contrôle continu qu'en contrôle terminal. Et je me souviens très bien d'ailleurs que l'année dernière, quand on a installé le contrôle continu pour tous, certaines voix que je pouvais comprendre d'ailleurs protestaient en disant on aurait aimé passer le contrôle terminal, et après tout ils avaient en partie raison. Il se trouve que cas de force majeure nous empêchait de le faire. Donc j'entends les critiques et les protestations, et d'ailleurs je reste très ouvert pour en parler de manière objectivée. Il n'y a pas autre chose que l'intérêt général à rechercher dans ces cas-là. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que s'installe dans l'esprit public l'idée que je suis défavorisé parce qu'on ne m'a pas accordé le principe de passer le contrôle continu. J'en profite pour dire que j'ai toujours été attaché au contrôle terminal. Parfois, on m'a soupçonné de vouloir installer le contrôle continu absolu et en finir avec les examens finaux. Ça n'a jamais été ma philosophie, je l'ai d'ailleurs toujours dit, et c'est, je crois, ce que nous démontrons dans cet épisode, où, avec le plus de rigueur possible, nous essayons d'avoir quelque chose qui soit juste, mais le fait que vous ayez à passer vos épreuves en juin plutôt qu'en mars n'est en aucun cas quelque chose qui vous lèse. Le fait que les élèves des écoles hors contrat soient dans une situation différente des autres n'a rien de nouveau. C'est ce qu'on doit assumer quand on va dans une école hors contrat. Et bien entendu, je leur souhaite à tous la pleine réussite et il n'y a aucune volonté de nuire à qui que ce soit. Donc, il y a une forme de dérive, je pense, dans le raisonnement. Ceci étant, c'est un débat qui est sur la table. Il y a peut-être des arguments que je n'ai pas su comprendre. Je reste à l'écoute de ceux qui seront les avocats des élèves du CNED réglementé ou des élèves des écoles hors contrat. Mais je veux déjà leur assurer, 1, de ma totale bienveillance, 2, du fait que, bien entendu, le système retenu, en aucun cas, ne va les léser, et qu'il y a bien des sujets sur lesquels les élèves peuvent se trouver dans des situations différentes du fait que tel choix a été fait du mode de scolarisation. Donc, voilà ce que je voulais répondre sur cette question. Je suis certain qu'il y aura encore d'autres débats sur ces enjeux. C'est peut-être l'occasion d'une réflexion aussi sur les écoles hors contrat et sur finalement peut-être un contrôle pédagogique plus important qui permettrait de s'assurer d'un contrôle continu garanti pour tous. En tout cas, je voulais répondre à cette question et plusieurs d'entre vous me l'ont posée. Ensuite, il y a eu l'intervention de Monsieur le sénateur Bagné. Vous m'avez demandé donc justement pourquoi on n'était pas sur un régime d'autorisation aussi pour les écoles hors contrat. C'est une idée que vous aviez défendue au moment de la loi Gatel. Vous l'avez rappelé. Il n'y a pas, je dirais, pour faire une symétrie du raisonnement, il n'y a pas une supériorité intrinsèque du régime de déclaration et du régime d'autorisation. J'entends l'argument consistant à dire c'est étonnant, finalement, vous avez un régime d'autorisation pour l'instruction en famille, un régime de déclaration pour les écoles hors contrat, alors qu'un certain bon sens pourrait laisser penser que la situation ça devrait être plus exigeant encore pour une école que pour un individu. Mais en réalité, c'est plus exigeant. C'est-à-dire que le régime de déclaration qui existe est un régime qui oblige à fournir un certain nombre de documents et désormais, d'ailleurs, dans le cadre de la loi Gatel, d'éléments qui sont exigeants. Donc je crois d'ailleurs, et ça vaut pour tout ce qu'on va se dire sur l'instruction en famille, qu'il ne faut pas non plus fétichiser les mots et les dispositifs. C'est-à-dire que des autorisations ou déclarations n'emportent pas en soi une exigence supplémentaire si forte. Ce qui
ce qui est important pour les écoles hors contrat, c'est tout simplement qu'on leur demande au moment de la déclaration des documents qui permettent d'attester de la qualité de ce qui passera ensuite. Dans ce que nous avons fait, il y a aussi l'idée que les choses ne doivent pas se passer seulement au moment de la déclaration, mais qu'après, il y a tout un continuum de vérification qui doit avoir lieu tout au long de l'existence de l'établissement. Vous m'avez interrogé aussi vous-même sur le cadre réglementé et j'ai répondu. Vous m'avez interrogé aussi sur la charte des engagements réciproques, comme d'autres sénateurs l'ont fait, pour dire que là aussi, ce que je dois vous répondre, c'est que bien entendu, la loi, enfin les dispositions qui me concernent dans cette loi, qui concernent mon champ de compétences dans cette loi, ne prétendent en aucun des cas être l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire. Et je voudrais vraiment, là aussi, plusieurs questions avaient cet angle-là, redire que cette loi est une étape très importante de nature législative, par définition, d'une problématique générale pour laquelle des mesures ont déjà été prises, d'autres mesures seront prises aussi dans les temps futurs. Est-ce que la charte d'engagement réciproque va résoudre tous les problèmes? C'est aussi la question du sénateur Gonnet. Bien sûr, enfin, admettons-le, bien sûr que non, que ça ne résout pas tous les problèmes. Et que notamment, les grands enjeux, ils sont après dans l'action au quotidien des fonctionnaires ou des responsables. Et c'est cela que nous mettons en route. Et la loi, elle envoie aussi un signal politique dans ce sens. Nous appuyons sur cette loi pour l'évolution d'un certain nombre de choses. Le domaine du sport est à la fois comparable et différent au domaine de l'éducation. Les libertés ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose pour les adultes et pour les mineurs, et ainsi de suite. D'où l'importance de l'adaptation à chaque sport, à chaque situation. Il y a des traditions dans certains sports, ça rejoint aussi certaines de vos questions. Le fait de se signer après un but, je ne suis pas sûr que ce soit ça que nous poursuivons à travers de cette loi. Nous aurons du mal si nous... Donc, en revanche, le fait que certains équipements publics soient utilisés de façon sauvage et d'une certaine façon conçus pour provoquer un certain prosélytisme, pour réaliser des prières publiques, ça c'est un problème et en effet nous devons y travailler. Donc il y a à la fois une lettre et un esprit de la loi. La lettre permet de résoudre des problèmes, mais certainement pas tous les problèmes. L'esprit est le signal que le président de la République a envoyé tout particulièrement lors du discours des Mureaux. Et là aussi, pour répondre par avance à quelque chose que le sénateur Hugonnet a dit tout à l'heure, on peut faire toutes les critiques que l'on souhaite à cette loi, mais ne l'appelons pas loi d'émotion. Elle est au contraire, on lui a fait le reproche inverse beaucoup, que n'ai-je entendu, sur l'attente qu'il y avait du discours des Mureaux. Et il y a eu de la préparation. Et cette préparation, nous n'avons réagi à aucun fait divers spécifique en faisant cette loi. Qu'après, on ait tenu compte d'événements dramatiques comme l'assassinat de Samuel Paty pour tel ou tel article, c'est tout à fait juste et c'est normal, mais nous n'avons pas déclenché de façon artificielle un processus législatif à partir d'un événement créant de l'émotion. Nous avons un travail de fond qui s'élabore depuis de nombreux mois et qui débouche sur un certain nombre de dispositions, à mes yeux, cohérentes entre elles. Par rapport à ce qu'a dit le sénateur Grosperrin, dont certains points aussi ont coïncidé avec d'autres interventions suivantes, notamment celle du sénateur Brisson. Il m'a interrogé sur et le sénateur Brisson aussi, sur finalement les enjeux de formation des professeurs s'agissant de la laïcité. Et les propos du sénateur Grosperrin comme du sénateur Brisson ont consisté à s'inquiéter des logiques de déconstruction de la République et de la laïcité portées par certains milieux académiques, éventuellement en INSPE. Alors, plusieurs éléments de réponse à cela. D'abord, la mission confiée à l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Aubin est justement faite pour regarder ce sujet. Nous avons aussi actuellement un travail fait avec les INSPE. Je reçois au moment de leur nomination chaque directeur ou directrice d'INSPE de France pour faire le point sur l'ensemble des enjeux, dont celui-ci, de façon à ce que nous sachions avoir un système de formation des professeurs qui tire le plein bénéfice et du cadre universitaire et du lien avec l'éducation nationale. Il y a une particularité des INSPE dans notre système. Ce sont d'une certaine façon des écoles professionnelles dont les étudiants vont par définition être embauchés par un seul employeur qui s'appelle l'éducation nationale. Et cet employeur a quelque chose à dire sur
la formation qui est attribuée. Et par ailleurs, elle se passe, c'est un choix qui a été fait il y a maintenant une vingtaine d'années, dans un cadre universitaire. Et ce cadre universitaire doit signifier l'excellence de la formation en particulier. C'est le sens aussi de certaines dispositions de la loi pour l'école de la confiance que d'avoir cadré ces différents éléments. Nous sommes donc très attentifs, et j'attends beaucoup des conclusions de Jean-Pierre Aubin, à ce qu'il y ait un enseignement, je dirais, volontariste, clair, homogène aussi, sur les valeurs de la République et les principes de la République, ainsi que sur la laïcité dans la formation initiale et aussi dans la formation continue des professeurs. Alors évidemment, la deuxième dimension de la question, elle est, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui finalement des idéologies en œuvre qui conduisent à une forme de déconstruction de la laïcité? La réponse à oui, et je crois qu'il est bien connu que je regarde ce sujet en face très fortement. Dans le cadre du débat d'idées, bien normal, mais aussi dans le cadre d'une forme d'explicitation des tenants et des aboutissants de ce qui se joue. J'ai fait référence tout à l'heure aux États-Unis et au fait que d'autres modèles de société se proposaient à nous. Il est clair que, et je l'ai largement dit, qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'idées qui se présentent très clairement comme étant des idées de déconstruction de la pensée des Lumières, de l'idée républicaine qui en est résultée, et au fond de ce qui fonde l'école de la République en chaîne. Les gens qui pensent comme ça doivent l'assumer, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que nous désirons comme enseignement pour nos professeurs. Nous ne désirons pas non plus que nos professeurs enseignent aux élèves que la France n'est pas un État aimable, qu'il y aurait un racisme d'État et toutes sortes de billevesées qui sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de notre pays. Et donc c'est évidemment quelque chose qui doit être explicité. Alors il y a des choses qui relèvent du débat d'idées, c'est bien normal. J'ai beaucoup entendu parler des libertés académiques lors de polémiques récentes. En effet, il faut de la liberté académique, mais justement, cette liberté académique doit s'accompagner de clarté et aussi du fait que, au nom de la liberté académique, il n'y ait justement pas de pression sur ceux qui ne pensent pas comme les porteurs de cette idéologie de déconstruction. Donc nous devons être attentifs à ça. Nous devons renouer avec ce qui a fait la force de l'école de la République, c'est-à-dire le fait que dans la formation des enseignants, il y avait non seulement des enjeux de savoir, et par exemple pour les professeurs d'école primaire, de très bonne maîtrise de la transmission des savoirs fondamentaux, mais aussi de transmission de valeurs. On a parlé des hussards noirs de la République parce que c'était des personnes qui portaient chevillées au corps la pensée républicaine et la transmettaient aux enfants tout en respectant totalement ce que l'enfant avait comme valeur transmise par la famille. Les deux peuvent parfaitement aller ensemble et ça fait écho avec ce que nous pouvons dire sur l'instruction en famille. Le sénateur européen m'a aussi demandé s'il ne pouvait pas y avoir des équipes à l'échelle départementale, a-t-il dit, pour la mise en œuvre de tout ça. En réalité, je peux répondre oui à cette question. C'est justement ce que nous programmons, c'est-à-dire à partir d'ailleurs d'équipes qui parfois peuvent déjà exister, ou en tout cas de personnes qui peuvent être aujourd'hui dédiées à ces enjeux, d'étoffer complètement les équipes pour que, là aussi, même en anticipation de la mise en œuvre de la loi, qui serait à partir de septembre 2022, avoir dès l'année 2021-2022 des équipes qui peuvent être sur le terrain et accomplir le travail. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'esprit et la lettre de la loi et qu'il y avait aussi le facteur humain et les équipes dédiées. C'est le sens de ce que nous allons faire. Sur les questions posées par monsieur le sénateur Dossus, alors vous avez commencé par une observation sur finalement les inégalités concrètes de terrain qui sont à regarder au moins autant que les enjeux visés par la loi. On peut être que d'accord avec vous sur ce point. Et d'ailleurs, il a été fait référence aussi à ce que Jean-Pierre Aubin avait dit là-dessus. Et le président de la République aussi a été très clair sur ces questions, aussi bien dans le discours des Mureaux qu'ultérieurement. Nous devons avancer sur deux jambes. Il y a un sujet de mixité sociale, un sujet de travail sur tout simplement l'égalité réelle. Et puis, d'autre part, un sujet sur les valeurs, et les deux choses vont ensemble. On ne doit jamais opposer cela. Vous avez cité les difficultés de la Seine-Saint-Denis telles qu'elles avaient été parfois mises en lumière par un rapport de la Cour des comptes et d'autres rapports qui ont suivi. Je tiens à dire qu'en matière d'éducation prioritaire,
Jamais, et je le dis, et je suis prêt à argumenter autant qu'il le faudra sur ce point, jamais autant n'a été fait que sous ce quinquennat. La mesure la plus emblématique, c'est évidemment le dédoublement des classes de CP et de CE1. C'est aujourd'hui, avec en plus le dédoublement des grandes sections, plus de 320 000 élèves qui sont concernés au moment où je vous parle, chaque année. Le département de France qui bénéficie le plus de cette mesure, c'est la Seine-Saint-Denis. De même, les primes REP+, pour attirer des professeurs, ont été portées à 2 000 euros à la rentrée dernière. C'est là encore le département de Seine-Saint-Denis qui est le premier bénéficiaire. Donc je suis vraiment bien placé pour savoir qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais je ne souhaite pas qu'on dise qu'il y aurait une sorte d'oubli de ce côté-là. Il y a au contraire du volontarisme, avec après des difficultés de terrain que personne n'ignore. Donc votre question centrale était sur finalement la disproportion éventuelle entre cette réforme et la cible affichée. Et nous avons eu beaucoup de questions qui tournent autour de cet enjeu. Et je prends évidemment cette question très au sérieux. Alors, il y a deux catégories de réponses. Vous en avez rappelé une que vous avez peut-être semblé ne pas approuver, mais elle me paraît fondamentale. C'est que, quel que soit le nombre d'enfants concernés, c'est important. Et ça, je pense qu'en matière de droits de l'enfant, on ne peut être, à mon avis, que d'accord avec ça. Ensuite, c'est vrai, je l'ai reconnu à plusieurs reprises encore aujourd'hui, qu'il est très difficile de cerner le phénomène aujourd'hui, mais personne ne saurait le sous-estimer. Et encore une fois, donnons-nous des rendez-vous d'avenir, si je peux dire. C'est important d'avoir le sens du temps long sur ces questions. Vous verrez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le fruit de l'action qui aura été menée à la faveur de cette loi. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un phénomène, premièrement, de développement de l'instruction en famille, ça c'est un fait, mais deuxièmement, à l'intérieur de ce phénomène de radicalisation et de séparatisme, avec des enfants qui, donc, dès le plus jeune âge, sont formés finalement à se séparer du commun, à se séparer de ce qui fait que l'on se retrouve ensemble. Alors ça fait la transition avec les questions posées ensuite par Mme la sénatrice Brulin, puisque vous me demandez si... D'abord, la première question est de savoir si l'augmentation particulièrement forte tout dernièrement de l'instruction en famille correspond à l'instruction obligatoire à 3 ans. En réalité, l'instruction obligatoire à 3 ans explique en effet une partie du phénomène, environ la moitié, mais il reste l'autre moitié. Et même sur cette moitié-là, de toutes les façons, ça nous dit bien que justement, lorsque l'on a fait l'instruction obligatoire à 3 ans au travers de la loi pour l'école de la confiance, on pointait bien un problème tout de même, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe pour un enfant entre 3 et 6 ans est essentiel et que l'école maternelle joue un rôle fondamental de socialisation et d'épanouissement pour l'enfant et que vouloir, une fois que l'instruction obligatoire à 3 ans est prononcée, maintenir l'enfant dans l'instruction en famille est une responsabilité particulière prise par la famille qui mérite de ne pas être dans un angle mort de nos approches. Autrement dit, nous devons vérifier que cela se passe bien, parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui n'a pas été à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans peut arriver à 6 ans à l'école avec déjà des retards très difficiles à rattraper, par exemple en matière de vocabulaire. Alors vous avez posé ensuite une question très difficile parce qu'elle relève de la prospective, qui est où iront les enfants s'ils ne vont plus dans l'instruction en famille. Alors il est clair que nous devons inciter à ce que ce soit dans l'école publique locale, a fortiori à l'école primaire, où c'est en général pas si loin du domicile, sauf dans certains territoires ruraux. Et bien entendu, alors, il s'agit aussi d'une liberté des familles. Et ce que nous préservons et même confortons dans cette loi, c'est encore une fois les 4 possibilités. Mais je rappelle que lorsque nous avons fait des démantèlements de structures, comme par exemple celle de Grenoble, donc à laquelle je faisais référence tout à l'heure, cela s'accompagne d'une injonction à scolariser. Quand la scolarisation n'a pas lieu, cette injonction, par définition, se fait dans une école publique locale. Mais j'espère que dans l'immense majorité des cas, nous n'en arriverons pas là, et que les parents, tout simplement, auront des formules qui leur plaisent. Nous ne sommes pas dans une logique d'injonction, nous sommes dans des logiques
de liberté. Et c'est l'occasion de le rappeler. Vous avez demandé si les certificats médicaux, qui sont l'une des problématiques soulevées aujourd'hui, peuvent être faits par les médecins scolaires. Alors c'est vrai que ça surchargerait beaucoup la barque, alors même que, comme vous l'avez noté vous-même, les médecins scolaires manquent. Donc je ne pense pas, ça ne peut pas être la piste à court terme en tout cas. Rappelons que tout ce que nous faisons en la matière, y compris les conclusions que nous tirons du rapport des inspecteurs généraux, se fait avec le Conseil de l'ordre, en lien avec le Conseil de l'ordre des médecins, et que sur d'ailleurs l'ensemble de nos sujets médicaux et sanitaires, ce que nous recherchons actuellement, c'est justement le décloisonnement maximum entre la médecine scolaire et la médecine de ville, et la médecine en général, et notamment la coopération des PMI avec l'école primaire. Vous avez fait aussi référence aux difficultés du monde sportif dans la période actuelle. Et si j'ai bien compris la question, c'est un peu au fond, est-ce que vous leur rajoutez pas un problème de plus? Je crois, moi je pense de façon générale sur la crise que nous traversons que la résilience dont tout le monde fait preuve et toutes les institutions s'efforcent de faire preuve dans la période actuelle prépare des renaissances futures et que d'un mal peut naître un bien. Et je pense beaucoup à cela sur plusieurs sujets en ce moment. Ça en fait partie. Le fait que nous ayons constitué désormais un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en pleine crise, que resserre toute une série de liens entre les acteurs, la solidarité vis-à-vis de l'État et des acteurs publics vis-à-vis du monde sportif s'est accentuée à la faveur de cette crise. Il y a une forme de bienveillance vis-à-vis du sport qui est très forte, qui bien sûr ne peut pas compenser tous les problèmes qui existent, qui sont nombreux, mais qui crée un état d'esprit que je considère comme très favorable pour la suite et qui, je pense, si on faisait une comparaison avec d'autres pays européens, montre que notre pays est très attentif par ses institutions publiques à ce que le sport sorte non diminué et même renforcé de la période actuelle. Et pourquoi pas un peu transformé aussi d'ailleurs, pas seulement par cette loi, mais par d'autres éléments. Donc moi je considère qu'on a actuellement un dialogue très positif avec le monde sportif et je fais la relation avec des questions qui ont été posées par d'autres que vous ensuite, puisque on m'a demandé si les dispositifs passeport j'observe qu'il y a quelques questions qui ne sont pas liées totalement à la loi, mais c'est un peu normal. Mais en tout cas, s'agissant donc du dispositif passeport, il a vocation à être opérationnel pour la rentrée prochaine, avec un travail justement qui est fait à forte dimension sociale, mais aussi dont l'un des principes est non seulement de traverser la crise pour aider les clubs à survivre financièrement, mais aussi à créer des habitudes d'inscription en club au-delà de la crise sanitaire dans notre pays. Voilà, comme le sénateur Dossus, vous avez insisté sur l'enjeu de mixité sociale en citant Jean-Pierre Aubin. Donc je suis d'accord. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment même, et parfois cela fait couler de l'encre aussi, nous travaillons à Paris avec le recteur de Paris sur le renforcement de la mixité sociale dans les établissements scolaires à Paris, ce qui est là aussi un gros dossier qui finalement n'a pas été pris à bras-le-corps depuis de très nombreuses années et qui suppose tout un travail pour requalifier certains établissements scolaires à Paris. Mais je suis très persuadé que nous allons arriver à avoir finalement une plus grande homogénéité de la qualité des établissements dans Paris et de la sécurité aussi, et déboucher ainsi sur finalement le fait de tirer vers le haut l'ensemble des établissements. Alors Paris est assez emblématique d'une non-mixité sociale parfois dans certains endroits. C'est cela que nous pouvons changer. Sur les questions posées par le sénateur François Patria sur ce texte, d'abord merci pour ce qu'il a dit en introduction, et d'avoir rappelé, je crois qu'on peut dire ça, que c'est un beau texte d'équilibre. Rappelons que nous l'avons mis dans le sillage de la loi de 1905 et de son état d'esprit, c'est-à-dire justement celui de l'équilibre et celui de la liberté. Et merci d'avoir rappelé aussi cette formule que j'utilise en effet souvent parce qu'elle me paraît essentielle et je pense j'espère en tout cas qu'elle transparaît dans ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est un texte pour et pas un texte contre. Et effectivement, là par exemple sur ce qu'on vient de dire sur le sport, il s'agit de renforcer les acteurs et pas en aucun cas de les brimer ou de les léser, certainement pas. Alors pourquoi la question posée par le sénateur,
le président Patria, c'est pourquoi n'a-t-on pas réussi à lutter contre le détournement de l'instruction en famille précédemment. C'est vrai que quantitativement, l'instruction en famille est restée longtemps marginale, d'une part, relativement au nombre d'élèves en France. Deuxièmement, que l'existence du CNED donnait un sentiment de contrôle de la situation, d'autant plus que bien, il y avait une forme de coïncidence entre le sujet et les problèmes de santé des élèves. Ça n'est plus le cas, et désormais les élèves ayant des problèmes de santé sont minoritaires dans ce qu'est l'instruction en famille. Donc il y a clairement eu un système de contrôle qui était adapté à une situation antérieure, laquelle a changé. Mais le système de contrôle est resté le même. D'où la nécessaire adaptation aujourd'hui. Et puis le travail sur le facteur humain, c'est-à-dire ces équipes dont j'ai parlé. Et merci aussi d'avoir souligné les caractéristiques du contrat d'engagement républicain qui va être le socle de ce qu'on va faire en matière sportive. Sur les questions posées par monsieur le sénateur Fialaire, j'ai bien pris note des observations liminaires, compris sur les certificats médicaux. Je sais à quel point c'est juste. Il faut être là-dessus d'un grand pragmatisme. C'est bien pour ça qu'on a demandé la mission. Mais quand quelqu'un est exempté de quelque chose, il faut que ce soit pour des raisons explicitées. Sinon, ce détournement est malsain en lui-même. Et donc, mais simplement, effectivement, on doit regarder certains sujets en face en la matière. D'accord, évidemment, avec la formule disant l'école de la République doit faire envie. Cette formule, sous cette forme ou sous une autre, a été utilisée à plusieurs reprises dans les débats qui ont précédé, à l'Assemblée en particulier. C'est-à-dire, et j'entends ça chez les acteurs de l'instruction en famille, disant mais nous, on ne trouve pas notre compte dans l'école du coin. C'est un peu ce que la sénatrice Darcos a dit aussi ensuite. Et oui, en effet, c'est un défi qui est lancé à l'école de la République que de développer sa mixité sociale, son attractivité. Alors vous avez dit, est-ce qu'on lui en donne les moyens comme vous le savez, à cette école de la République, de pouvoir justement être tellement attractif que personne n'aura envie d'aller ailleurs. C'est un peu, je dis ça avec mes mots maintenant. Comme vous le savez, je soutiens très fortement l'idée que la société du futur doit reposer sur l'éducation et la santé, sur la capacité de mieux utiliser notre argent public en le concentrant davantage sur les enjeux d'éducation et de santé. C'est un très grand débat, mais en tout cas, il se traduit sous ce quinquennat par le fait qu'il n'y aura jamais eu autant d'augmentation budgétaire pour l'éducation nationale. Cela fait parfois débat parce que ces augmentations budgétaires sont aussi accompagnées de choix, notamment la très grande priorité accordée à l'école primaire, pour compenser les retards accumulés en la matière. Et puis il y a le Grenelle de l'éducation, qui correspond aussi à une requalification de la fonction professorale. Donc ça rejoint aussi votre deuxième question sur le niveau de recrutement. Et vraiment, j'invite chacun, et d'ailleurs je tiens à disposition de chacun un exemplaire d'un document qui s'appelle « Le professeur du XXIe siècle », qui est le produit du colloque réalisé dans le cadre du Grenelle de l'éducation avec des scientifiques internationaux et nos partenaires, de façon à déboucher sur une vision de ce qu'est le professeur au XXIe siècle. Et son niveau de recrutement, le travail en équipe entre les professeurs, plus généralement l'épanouissement professionnel des professeurs. Donc oui, il faut s'en donner les moyens. Nous aurons des discussions budgétaires le moment venu et je pense que vous verrez un projet de budget 2022 pour l'éducation qui sera, je l'espère, à la hauteur de ce que vous demandez, mais je demande la même chose. Sur les questions de monsieur le sénateur Brisson, donc j'ai répondu à certains points un peu par avance, notamment quand j'ai fait référence tout à l'heure à la formation initiale des enseignants. Donc la question c'est en quoi ce texte nous apporte des éléments supplémentaires pour lutter contre le séparatisme islamiste. Je voudrais vraiment... alors je ne vais pas reprendre tous les arguments précédents, mais encore une fois, il vient combler certains vides juridiques existants dans certains domaines.
S'agissant de l'école de la République, je le redis, je l'ai dit en introduction, nous avons déjà agi beaucoup et nous allons continuer à le faire au travers de tous les dispositifs que j'ai évoqués. Donc ensuite, la deuxième question, c'était est-ce qu'une liberté fondamentale est conforme avec, peut être compatible avec un régime d'autorisation? La réponse est oui, bien entendu. L'exemple typique, c'est le droit de propriété, qui est considéré comme une liberté fondamentale depuis la déclaration de 1789. Et on peut faire beaucoup de choses avec sa propriété, mais pas n'importe quoi. Et quand on veut construire, on a besoin d'une autorisation. Et même une fois qu'on l'a construit, il y a certaines pollutions, par exemple, que l'on ne peut pas faire. Donc et l'on pourrait multiplier les exemples où, oui, bien sûr, une liberté fondamentale est compatible avec un régime d'autorisation, puisque, comme le dit la déclaration de 1789 aussi, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, et donc on doit avoir une liberté confortée par le fait qu'elle est bien définie. Donc ne faut-il pas renforcer le contrôle, a demandé le sénateur Brisson. Eh bien, c'est en effet ce que nous allons faire, et c'est le sujet des équipes dont j'ai parlé. S'agissant de la question posée par Madame des questions posées par la sénatrice Darcos, c'est intéressant que vous ayez fait référence à l'Essonne. Il y a plusieurs demeures au sein de l'Essonne, si j'ose dire, et donc les réalités décrites par le député Choix ne sont pas celles que sont décrites par la sénatrice Darcos, mais ça s'explique socio-géographiquement. Et donc, en effet, il peut y avoir des familles qui ne posent pas de problème particulier, même si on peut souhaiter, ne serait-ce qu'au titre de la mixité sociale, que les différents milieux sociaux se mélangent à l'école. Il n'en demeure pas moins que, je le redis, ceux qui font l'instruction en famille d'une manière qui ne pose pas de problème du point de vue des principes de la République pourront continuer. Simplement, les contrôles seront renforcés, et je le redis, l'année prochaine, ces contrôles nous permettront d'autoriser pour la rentrée suivante. Je pense que une partie de ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, ça rejoint aussi les questions du sénateur Dossus tout à l'heure sur la disproportion entre la cible. Beaucoup de ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, en réalité, seront rassurés, je le pense, dans quelques mois. Et là aussi, ce sont des rendez-vous que l'on peut se donner pour les temps qui viennent. Sur les questions, sur l'intervention générale du sénateur Hugonet, j'ai un peu répondu par avance à une bonne partie de ce qu'il a dit, dont j'ai pris bonne note. D'accord, bien sûr, pour redire que la laïcité est sous le signe de la liberté. J'ai dit que ce n'était pas une législation d'émotion, c'est même, je crois, un exemple vraiment rigoureusement inverse. Vous avez dit que nous ciblions un groupe sans le nommer. Alors en fait, pour être totalement explicite, je ne pense pas qu'on succombe à la citation de Camus sur le fait de mal nommer les choses, puisque dès le début, le président de la République, dans le discours des Mureaux, est très clair. Nous avons un problème avec le radicalisme islamiste, nous avons un problème avec l'islam politique. Donc oui, la société française a ce problème à régler. Les pouvoirs publics font la différence entre la religion, l'islam, et l'islamisme politique, ou les projets de prosélytisme des secteurs radicaux. Et c'est cette distinction qui est demandée par la majorité des musulmans de France, d'ailleurs, lesquels sont souvent eux-mêmes en première ligne face aux phénomènes de pression qui peuvent s'exercer sur eux.